Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la Librairie, l'émission de la librairie Un Point un Trait, en partenariat avec Radio Lodève. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Philippe Fenech, vous êtes dessinateur de BD, axé essentiellement jeunesse, avec un style graphique adapté au genre humour, avec des séries comme Tu fais Koala, Ulysse ou Mécops. Mais vous avez aussi participé dans un registre graphique très différent avec la série de légendes urbaines de Corbeyran et Guérin, si je ne dis pas de bêtises, qui sort de votre style graphique habituel. Votre dessin, votre trait a une proximité avec celui d'Uderzo quand même. Philippe Fenech, bonjour. Bonjour Stéphane. Nous avons découvert lors de conférences animées par Frédéric Feu que la région a été envahie par le nord, l'est, le sud, par les Vikings, par des Romains. Toute la région ? Non. Lodève est aujourd'hui défendu par d'irréductibles compagnons, je parle évidemment de ceux dessinés par Philippe Fenech. Alors vient de paraître ce premier album de la série Idéfix, Les Irréductibles, qui a pour titre Pas de quartier pour le latin, un album composé de 3 histoires dont vous êtes l'un des dessinateurs. Comment devient-on le dessinateur d'une série labellisée Astérix ? Alors je pense que c'est un peu par hasard, un peu par... je pense que ma passion pour Uderzo a aidé à ce que je sois en lice pour réaliser cette BD, parce que j'ai toujours clamé ma filiation avec Uderzo. J'ai appris à lire en lisant Astérix, enfin en essayant de lire Astérix en tout cas. J'ai appris à dessiner en recopiant Astérix et depuis longtemps, ce style-là me suit. J'avais déjà rendu hommage une première fois dans ma série Ulysse à Astérix, parce que c'était vraiment clairement le dessin assumé, est très proche. Voilà, c'était assumé la ressemblance et l'hommage. Et puis j'avais fait au cours de ces dernières années sur les réseaux sociaux régulièrement des petits dessins hommages à Astérix, et notamment pour les 60 ans d'Astérix en 2019, j'avais fait une petite planche que j'avais diffusée sur les réseaux où je retraçais de manière dessinée les 60 ans du parcours d'Astérix, que ce soit en BD ou dans la vraie vie, puisqu'il y a eu un satellite qui s'appelait Astérix, il y a eu le film live avec Depardieu et Clavier, et ce dessin était arrivé dans les mains des éditions Albert René, et il l'avait beaucoup apprécié, donc du coup, un petit peu grâce à cette BD-là, grâce à mon amour pour Uderzo, je suis arrivé sur ce projet-là. Et il me semble que Uderzo avait aussi préfacé un tome de votre série Tu fais Koala, voilà, exactement. C'était alors la préface était destinée à la base au premier album, mais pour des questions de délai d'impression, et finalement ça a été dans le deuxième. Mais oui, c'était grâce à Kurt Riedel, qui était scénariste de Tu fais Koala, qui est lui un auteur qui était déjà un auteur bien installé à l'époque et qui m'avait fait l'honneur d'écrire ses scénarios. Kurt avait croisé au hasard d'un concert d'Adamo Albert Uderzo, en présence de Tibet aussi, et donc tous fans d'Adamo et tout, et il lui avait parlé de moi, il lui avait dit qu'il travaillait avec un jeune dessinateur qui était particulièrement fan de son travail et tout, et donc Albert Uderzo lui avait dit fais-moi parvenir les planches, je vais regarder, et peut-être que je ferai quelque chose, quoi. Et puis j'ai eu le bonheur, quelques semaines plus tard, de recevoir un coup de fil des éditions Albert René, donc il y a 15 ans, me disant qu'Albert Uderzo avait particulièrement apprécié mon dessin, et il se ferait un plaisir de faire une préface pour cet album. Donc je vous dis pas le bonheur, la joie d'avoir une préface d'Albert Uderzo sur son deuxième album, quoi. J'imagine, et là, la consécration, la réalisation d'une série Idéfix. D'ailleurs, il me semble que Idéfix avait déjà été aussi traité par Goscinny et Uderzo, mais plus sous forme de livre-histoire. Alors oui, c'était à l'époque, c'était labellisé Goscinny Uderzo, mais c'était les éditions d'Argo effectivement qui avaient sorti ces albums d'Idéfix, qui étaient plus des livres, des petites histoires écrites. En fait, c'était pas de la bande dessinée. Et donc ça, c'était dans les années 80. C'était un vieux rêve de Albert Uderzo et de Goscinny de décliner avec Idéfix, qu'ils aimaient particulièrement. Pourtant, c'est un personnage qui arrivait un petit peu à hasard. Par hasard, c'est au 5e tome. C'est ça, au 5e tome, un petit peu par... Voilà, c'est Uderzo. Voilà, c'est ça, le tour de Gaulle. C'est Uderzo qui avait rajouté ce petit chien en demandant à Goscinny s'il pouvait mettre un petit chien qui les suive tout le long de l'histoire, sans penser que ce chien resterait là sur les tomes suivants. Et ils avaient déjà décliné, notamment à l'époque des studios Idéfix, juste après les 12 travaux d'Astérix, ils avaient fait un petit dessin animé, un petit épisode pilote pour une série d'Idéfix, donc qui est visible, hein, on peut le trouver assez facilement maintenant, cet épisode pilote, dont on voit Idéfix. Idéfix ne parle pas ni rien,
c'est un genre de Bibi Pelcoyote avec Idéfix, et c'est très sympa à voir. Donc c'était vraiment un vieux rêve d'Albert Uderzo de décliner Idéfix en série. D'ailleurs, dans l'album Idéfix, là, ce premier tome qui comporte 3 histoires, on retrouve tous les ingrédients de l'ambiance créée par René Goscinny et Albert Uderzo, l'humour, mais aussi le style graphique. Comment vous avez réussi en fait à vous accaparer le style d'Uderzo? Alors, le style d'Uderzo, quelque part, il était ancré en moi, puisque j'ai appris à dessiner en lisant Astérix. Je recopiais, moi, quand j'étais petit, en fait, mes parents m'offraient un Astérix à la fin de chaque trimestre, si j'avais des bonnes notes et tout, donc du coup, ça m'encourageait bien à travailler, ou alors à la sortie de chaque album, mais donc du coup, j'en avais relativement peu. Et en attendant, je m'amusais à dessiner mes propres histoires d'Astérix. Donc malheureusement, ces petites planches ont disparu, mais j'avais des planches que je dessinais, que mon frère coloriait, parce que déjà à l'époque je faisais pas ma couleur. Je laissais mon frère faire ça. Et donc du coup j'ai appris à dessiner comme ça. Et d'ailleurs mes premiers BD en fait qui n'ont jamais été publiés avait souvent comme retour de la part des éditeurs le fait que ça ressemblait trop à du Uderzo. C'était quelque chose qu'on me reprochait beaucoup au tout début, donc j'ai dû un petit peu m'éloigner de ce trait-là. Alors pas énormément sur les premiers albums, hein, comme Tu fais quoi là et tout, on peut retrouver des filiations. Même Ulysse. Même Ulysse, voilà, clairement c'était assumé. Et sur la série Mécops, par contre, là j'ai dû changer complètement de style et vraiment oublier un petit peu toutes ces... toute la spécialité qui fait le trait d'Uderzo, la rondeur et tout. Je suis parti sur quelque chose de peut-être un petit peu plus moderne, en tout cas à ce que disent les gens. On y retrouve quand même certains points en commun avec Uderzo, notamment dans l'expressivité des personnages, où j'essaye, pour moi Uderzo c'est un grand dessinateur, mais c'est aussi un grand metteur en scène dans ses dessins. Ça j'ai essayé de le garder un petit peu, d'avoir au niveau du jeu d'acteur des personnages en fait, si on peut parler de jeu d'acteur. Comment vous avez fait pour choisir ou sélectionner le trait d'Idéfix? Parce que quand on regarde les différents albums, c'est-à-dire du premier où apparaît Idéfix, le Tour de Gaulle, oui. Pas confondre avec le Tour de France qui n'a rien à voir, et les derniers albums, comment vous avez choisi le trait pour Idéfix? Parce qu'il a pas mal évolué quand même sur l'ensemble des albums. Déjà, je pense que Idéfix, même si effectivement il a évolué comme Astérix, Obélix, les personnages ne sont pas les mêmes forcément au début de la série et à la fin. Je pense que dans l'imaginaire, on a tous l'image d'Idéfix, d'un Idéfix en fait. Et donc, dans un premier temps, j'ai fait des recherches graphiques sans aller repiocher dans les albums. C'est-à-dire que j'ai essayé de ressortir ce que moi je ressentais d'Idéfix, du souvenir que j'en avais. Donc c'est un souvenir global d'un petit chien blanc avec des oreilles, avec le bout des oreilles noires et tout. Et ça après, aux éditions Albert René, il y a un directeur artistique qui lui a travaillé, qui s'appelle Régis Gréban, qui a travaillé pendant des années avec Uderzo. Il y avait toute une équipe en fait, et il s'occupait de dessiner tout ce qui était dessin pour la com, les PLV, les trucs comme ça. Donc ça, c'était pas Uderzo qui les dessinait, c'était d'autres dessinateurs. Donc il y a eu Frédéric Mebarki aussi qui est dessiné, il y a eu Régis Gréban. Et Régis Gréban est le directeur artistique aux éditions Albert René. Donc c'est lui qui m'a aiguillé en fait. Donc ils ont fait dans les années 70, à l'époque où il y a eu les studios Idéfix qui avaient fait notamment les 12 travaux d'Astérix. Uderzo avait fait des modèles sheets des personnages, que ce soit Astérix, Obélix et Idéfix. Donc du coup, on a essayé de se coller à ce Idéfix là, donc qui date de la fin des années 70. D'accord, parce que c'est vrai quand on retrouve Idéfix dans les tout premiers, la truffe elle est un petit peu plus haute. Oui, il est un petit peu plus rond, il a les oreilles, surtout il y a les oreilles qui tombent en fait. Oui. Les oreilles se sont redressées avec le temps. Mais oui, au départ il est tout, même limite presque frisé en fait. Oui. C'est pas du tout le même petit chien. Et là, le trait, il est beaucoup plus limpide, plus. Voilà, c'est ça. Plus rond. Je me suis effectivement basé de ce que je connaissais, qui était sur essentiellement la communication, donc dessiné par Régis Gréban, et basé sur ces modèles sheet fait par Uderzo. Il y a une chose qui a disparu en fait, parce que Uderzo, quand il avait fait le modèle sheet dans la fin des années 70, il avait rajouté un petit masque à Idéfix. Au niveau des yeux, en fait, alors c'est un petit trait, comme s'il était masqué en fait. Et ça apparaît que dans un seul album qui est La Grande Traversée, ce masque-là, et après il n'a plus jamais réapparu, et sauf sur les modèles sheets qu'il avait fait pour
pour les 12 travaux d'Astérix. Je sais pas pourquoi. Et donc ça, voilà, c'est ce petit masque n'apparaît pas sur la série. Sur la série, voilà. Ouais. Comment vous avez travaillé en fait les différents personnages? Parce que Idéfix, il est accompagné d'autres animaux, que ce soit Turbine, Pat Gachix et bien d'autres. Ils sont 5 en tout. Comment vous avez traité en fait les personnages de ces animaux? On retrouve aussi des caractères de l'album d'Astérix et d'Obélix. Alors, comment ça vient se glisser? Comment vous avez travaillé ça? Alors ça, pour le coup, ça a été travaillé en amont pour la série animée. Donc c'est des personnages qui ont été créés pour la série animée. Donc moi j'ai récupéré les personnages en 3D et avec Jean Bastide, qui est l'autre auteur, chacun de notre côté, on a essayé de les rendre plus uderziens, a essayé de les traiter en BD en se demandant comment Uderzo aurait traité ces personnages en 2D, quoi, avec des traits, avec des cernets. Donc ça a été, pour certains c'est venu assez vite, notamment Turbine, un chien très proche de l'univers d'Uderzo. Pour Pat Gachix, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'Uderzo a très peu dessiné de ce genre de chien dans Astérix. Il y en a un qui apparaît dans Astérix et le Chaudron, notamment en arrière-plan. C'est la seule référence qu'on avait, donc il a fallu un petit peu extrapoler. Et pour les chats, ça a été aussi compliqué parce que Uderzo dessine assez peu de chats, que ce soit dans Astérix ou dans ses séries antérieures. Donc ça a été, je pense que c'est peut-être les personnages qui sont les moins uderziens parce que déjà il a fallu se baser sur ce qui avait été fait pour le dessin animé, et puis après il n'y avait pas trop de références d'Uderzo sur les chats, donc j'espère que ça passe bien, mais c'était le plus compliqué. Donc dans la chronologie, c'est aussi la série 3D qui va sortir, qui vient en amont, qui vient en amont, et aujourd'hui la série papier. Voilà, c'est ça. Alors le but c'était pas de faire une série dérivée, c'était vraiment créer un album. Alors forcément les scénars avaient été créés en amont pour l'animation. On les a adaptés un petit peu au format BD. C'est pas une bête adaptation. C'est pas un copier-coller. C'est pas un copier-coller des scénarios. Il y a des scènes qui disparaissent, il y a des scènes en plus, il y a des dialogues qui changent, de façon à ce que ce soit une vraie BD en fait, et non pas tout simplement un copier-coller comme vous dites. Et pareil pour le graphisme en fait. On a eu assez peu de références au début, et je pense que ça c'était une volonté aussi des éditions Albert René. De faire à ce qu'on ne fasse pas un bête copier-coller aussi au niveau du graphisme, quoi. Et dans les caractères des personnages qui existent, donc que ce soit Idéfix évidemment, mais tous ses compagnons, on retrouve aussi des caractères des albums classiques. Bien sûr, d'Uderzo, d'Astérix, d'Obélix. Comment se sont faits les amalgames? Est-ce qu'il y a des traits en disant je vais reprendre un petit peu les caractères d'Astérix ou d'Obélix et les glisser discrètement dans les animaux? Alors, je sais qu'au départ, aux éditions Albert René, ils voulaient pas du tout de comparaison avec Astérix Obélix. C'est-à-dire qu'au niveau scénaristique, il leur avait dit on veut pas un petit chien et un gros chien. On veut pas qui porte un menhir. Voilà, il fallait pas faire une parodie animalière d'Astérix Obélix. Mais forcément, Astérix Obélix, c'est deux caractères qu'on retrouve partout. Laurel et Hardy, c'est aussi ce qu'on appelle maintenant des buddy movies aussi au cinéma. C'est des couples de personnages qui sont opposés, mais qui ensemble ont une force. Donc là, avec les animaux, ça a été un petit peu la même chose, sauf qu'au lieu d'être deux, ils sont 4, 5, 6, puisqu'il y a aussi le hibou, Voldenwix, et le pigeon. Ouais, il y a le pigeon, Asthmatix, qui est... Moi, je pourrais faire l'amalgame. Si on doit chercher un petit peu des ressemblances, effectivement, Asthmatix serait peut-être l'équivalent de Panoramix, c'est le sage, celui qui explique ce qu'il faut faire ou ne pas faire au personnage. Idéfix, ça serait effectivement un peu Astérix, parce que c'est celui le petit malin qui garde la tête froide et tout. Et après, Pat Gachix, Turbine et Baratine, à eux trois peuvent former l'antagoniste d'Idéfix et rappeler un petit peu Obélix. Il y a Pat Gachix qui a la force, qui pense qu'à manger. Il y a Turbine qui pense aussi qu'à manger, mais qui a la rapidité. Il y a un peu quelque chose de Rantanplan aussi dans Turbine. Ah oui, dans Turbine, il y a un petit peu de Rantanplan, mais qu'on retrouve un petit peu aussi dans Obélix à la base, parce qu'Obélix, c'est pas quelqu'un d'idiot, mais c'est quelqu'un de naïf, un petit peu. C'est-à-dire que
qu'il a une vision un petit peu étriquée de tout. Il n'a pas la vision aussi large qu'Astérix. Et là, c'est un petit peu pareil. Dans les aventures, il y a effectivement une répartition en fait du rôle de chacun des personnages qui apporte soit une touche d'humour, voilà, c'est ça. Soit une dérive scénaristique qui permet de faire avancer le scénario. Voilà, sans jamais être un faire-valoir, parce que ce soit dans Astérix, Obélix n'est pas un faire-valoir, hein, il participe à l'aventure, hein, et c'est rarement à ses dépens. Et là, dans Idéfix, c'est pareil, en fait. Que ce soit Pat-Gachix, Turbine ou Baratine participent à l'histoire, chacun, font avancer le scénario, ou peuvent apporter un dénouement à une situation, donc c'est pas vraiment des faire-valoir non plus. Absolument, là on sent qu'il n'y a pas une prédominance d'un personnage, même si le titre de la série c'est Idéfix. Mais alors maintenant, c'est vrai que cet album, il est partagé entre deux dessinateurs. Oui. Il y a vous et Jean Bastide. Voilà. Et comment ça se répartit? C'est lui, il commence un trait, vous finissez, vous faites un personnage, lui un autre? Non, alors j'imagine que non, évidemment. Non. Ah, mais ça pourrait, parce qu'il y a des albums de BD qui se sont faits comme ça, à quatre mains. Il y en a un qui fait le nez, l'autre les yeux. Voilà, il y en a qui font les personnages, d'autres les décors. Ou Franquin, par exemple, faisait beaucoup ça, traiter les personnages et faisait faire les décors par d'autres dessinateurs. Ou Hergé aussi faisait pas mal ça. Non, là, en fait, c'est 3 petites histoires dans l'album. Moi, j'en ai réalisé 2. Et Jean Bastide en a réalisé une. Donc, au départ, sans savoir ce que dessinait l'autre, hein, on a pris connaissance du travail de l'autre en cours d'histoire. Donc, je pense que ça, c'était aussi une volonté des éditions Albert René de ne pas nous mettre la pression, de ne pas influencer l'un ou l'autre dans le dessin. Donc, on a chacun essayé de coller au trait du Derzo, mais sans jamais regarder ce que l'autre faisait du coup. Donc, ce qui fait qu'on peut aussi retrouver un petit peu notre patte personnelle dans les dessins, quoi. C'est ce que j'allais vous demander aussi, c'est comment réussissez-vous à investir en fait le trait du Derzo tout en gardant votre indépendance, puisque vous avez d'autres séries aussi en parallèle, et comment s'influencent les deux genres, même si pour vous, il y a quand même une influence Uderzo depuis très longtemps. Oui, c'est ça, à la base, mais dont j'ai dû m'éloigner, en fait, parce que pour ma série, pour mes cops, en fait, vu que le public était un petit peu différent, le public visé était censé être un peu différent de ce que je faisais avant, donc j'avais dû rendre un côté moins rond sur les personnages, surtout. J'avais juste gardé ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des attitudes des personnages, au niveau de la façon de jouer. C'est toujours bizarre de dire ça parce que ces personnages bougent pas, mais en fait je les vois comme des acteurs en fait, et ils parlent beaucoup avec leurs mains, peut-être que c'est l'influence aussi parce que je suis un mec du sud et que je parle avec mes mains, mais dans Astérix les personnages parlent beaucoup aussi avec leurs mains, ça c'est important. Et donc du coup là aujourd'hui j'alterne entre les aventures du petit chien et puis les aventures de mes adolescentes à côté, et l'interaction, c'est difficile de... Passer l'un à l'autre, c'est compliqué. Je devrais mener de front les deux en parallèle, c'est-à-dire faire un jour une planche d'Idéfix, le lendemain une planche de Make-Ups. J'aurais du mal. C'est vraiment 2 univers complètement différents. Là, non, en fait, une fois que j'ai terminé Idéfix, je suis passé à Make-Ups, et donc du coup, le lien se fait bien. Je vais voir, là, je vais reprendre à la rentrée en septembre, je recommence sur Idéfix. Et là, je verrai si j'ai perdu un petit peu ou pas. Ouais. Eh bien, Philippe Fenech, merci pour vos réponses. J'imagine qu'on va retrouver un prochain tome très rapidement pour la série d'Idéfix. Normalement, l'année prochaine, un tome suivant, puisque moi, je réenchaîne très bientôt sur le tome 2. Ouais. Ouais. Donc, je vous invite à découvrir l'album d'Idéfix et les Irréductibles, dont le premier tome s'intitule « Pas de quartier pour le latin », 3 histoires à découvrir. Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique. Merci à la DRAC et à Occitanie Livre pour le soutien à la librairie Un Point à Trait. Merci et à bientôt.